la santé, notre patrimoine. Si on sait que nul ne peut exercer, nul ne peut avoir de promotion, encore moins avoir le bien-être, si véritablement il ne dispose pas de la santé en général. Nous allons essayer de développer le concept de santé publique, mais au préalable, nous allons le dissocier de ce qu'on appelle la maladie, parce que pour la plupart des gens, on confond la maladie à la santé en général. Et ici, pour parler de santé, nous allons d'abord essayer de le définir avant de dégager les différents aspects ou bien les différents niveaux de ce concept qu'on appelle la santé. Vous convenez avec moi que l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'institution internationale en charge de la politique internationale en matière de santé, a défini depuis sa fondation la notion de santé comme étant un état de complet bien-être physique, mental et social. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une absence de maladie ou d'infirmité, mais c'est d'avoir cet équilibre de bien-être, c'est-à-dire disposer d'un environnement sain et disposer également d'une physique complète, mais également disposer surtout d'une mentalité forte. Et ceci donc appelle un équilibre, ceci appelle donc des pratiques, ceci appelle des comportements, dès lors que la science constitue simplement une science. Et à partir de ce moment, on retiendra simplement que la santé doit être considérée à 4 niveaux. Le premier niveau, le plus essentiel, qui est la fondation, c'est surtout la promotion. Promouvoir la santé, c'est simplement parler de la santé, discuter de la santé pour permettre justement à la communauté de connaître les tenants et les aboutissants afin de pouvoir améliorer notre environnement, améliorer notre existence et avoir des comportements simplement positifs. Le deuxième niveau, c'est la prévention. On dit mieux vaut prévenir que guérir, c'est vrai. Mais on ne peut pas prévenir si véritablement on n'a pas la maîtrise de ce que c'est que la santé, mais on n'a pas également la maîtrise de ce que nous devons éviter, si on n'a pas la maîtrise de ce que c'est que la maladie, de la maîtrise également de ce qu'on appelle une épidémiologie, c'est-à-dire les causes favorisantes des maladies, les moyens de prévention de la maladie, etc. Vient maintenant au troisième niveau, l'aspect curatif. C'est quoi le curatif? C'est le traitement. Mais on traite déjà ce qui est identifié. Ce qui n'est pas identifié, ce qui n'est pas connu ne peut pas être traité. Et ici donc, ce qui est traité, c'est la maladie. Et la maladie, c'est simplement lorsqu'il y a un dysfonctionnement dans le fonctionnement harmonieux de notre organisme. On nous dit donc qu'on ne se rend compte de l'importance d'un organe quelconque de notre organisme que lorsque cet organe-là est défaillant, c'est-à-dire présente justement des anomalies dues simplement à un accident qui crée une perturbation ou bien dues simplement à une insuffisance nutritionnelle ou simplement lorsqu'il y a une introduction dans l'organisme d'un germe infectieux qui va causer justement la maladie. En dehors maintenant de cet aspect curatif, dont le domaine de prédilection est l'hôpital, et on va revenir sur la notion d'hôpital, c'est surtout l'aspect réadaptatif. Donc l'individu, une fois guéri à la suite d'une prise en charge correcte au niveau des structures de santé ou bien des structures hospitalières en particulier, il y a ce qu'on appelle la période de convalescence ou bien simplement une période de post-prise en charge pour permettre à l'organisme ou bien aux organes de se réhabiliter, c'est-à-dire de prendre leur niveau optimal. Ça, c'est la santé. Mais on ne peut pas parler également de santé sans parler
d'un aspect indispensable qui se rapproche un peu du deuxième niveau. Le premier niveau, c'était la promotion, donc la sensibilisation, l'information, afin de changer positivement les comportements. Mais un changement de comportement induit également des actions de prévention. Et quand on parle de prévention, on est dans le domaine de l'assainissement. Et ici, on dirait simplement que l'assainissement, c'est simplement un ensemble d'activités qui luttent contre les causes de nuisance. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, considérant que l'assainissement, c'est simplement les réseaux d'égouts, mais l'assainissement est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large que ce concept réducteur qui consiste simplement à mettre l'accent sur les réseaux d'égouts, c'est-à-dire les évacuations. On va revenir tout à l'heure sur les réseaux. L'assainissement est défini simplement comme un ensemble d'activités qui luttent contre les causes de nuisance. Donc, on est dans le domaine de l'hygiène. Et l'hygiène est ce concept qu'on appelle simplement une science. C'est une science de la prévention, mais une science de la préservation, une science de l'amélioration du bien-être. Donc, nous devons avoir un cadre de vie sain pour avoir simplement un organisme sain dans un environnement sain. Il ne sert à rien alors de se soigner à grands frais, mais une fois guéri, qu'on retourne également dans les mêmes foyers d'infection. Donc vous voyez, l'hygiène a sa place importante, sinon c'est le fondement même de toute politique de santé. Et au Sénégal, depuis presque 1981 à nos jours, alors le service d'hygiène a été redynamisé avec un personnel paramilitaire disposant de ce qu'on appelle un personnel paramilitaire, disposant d'un code de l'hygiène, c'est la loi 83-71, qui permet justement aux agents de l'hygiène, au personnel de l'hygiène en général, un personnel assermenté, de pouvoir non seulement sensibiliser pour disposer d'un comportement positif de la population, mais surtout utiliser des moyens dissuasifs, c'est-à-dire des sanctions pécuniaires, voire même des sanctions au-delà de l'aspect financier, de pouvoir même procéder à des emprisonnements. Et ça, c'est le code de l'hygiène qui le prévoit. Donc, revenons simplement au système national de santé, on va dire que depuis 1978, avec l'avènement des soins de santé primaires basés sur le slogan de 1977, lorsque l'Organisation mondiale de la santé s'était réunie à Alma-Ata, prononçait simplement le slogan « La santé pour tous en l'an 2000 ». La santé pour tous en l'an 2000 consistait simplement à envisager des conditions d'amélioration des conditions de vie et d'existence de la population mondiale. Et le Sénégal a été l'un des premiers pays justement à ratifier, voire adopter la stratégie des soins de santé primaire, définie simplement comme étant pas des soins au rabais, comme certains le pensent, mais des soins essentiels qui sont scientifiquement valables et qui sont géographiquement accessibles, financièrement également accessibles et surtout socialement acceptés. Et ceci étant, il fallait donc y ajouter la participation responsable de la communauté. C'est à partir de ce moment qu'on a vu alors la création des comités de santé, la création des comités de gestion, même si depuis quelques années, ces deux organes ont été fusionnés pour donner ce qu'on appelle le comité de développement sanitaire, lequel comité est simplement cet organe qui vient appuyer, sinon assister le personnel technique, notamment les infirmiers d'État, les sages-femmes d'État et les médecins responsables des centres de santé. Donc une représentation de la population qui vient appuyer justement cette communauté. En parlant maintenant des soins de santé primaire,
On considère simplement ce concept comme étant la base de ce qu'on appelle la couverture sanitaire universelle. Et c'est quoi la couverture sanitaire universelle? Là aussi, c'est un procédé ou bien c'est une méthode, voire une politique internationale initiée par l'Organisation mondiale de la santé depuis la conférence de Alma-Ata, du moins la conférence de Bangladesh tenue le 20 septembre en cet endroit-là. Et cette conférence avait pour mission l'évaluation de la politique internationale qu'on appelait les soins de santé primaire, avec comme objectif la santé pour tous en l'an 2000. Donc l'échéance était à l'an 2000. Donc après 2000, l'évaluation a montré simplement des résultats mitigés. Donc les 8 domaines, les 8 composantes des soins de santé primaire étant évalués, on s'était rendu compte que le financement était le ventre mou justement de cette politique. Il fallait donc imaginer un procédé ou bien une stratégie qui permettait justement de remédier à cette situation-là, le financement de la santé. Donc les 7 étaient probants et ont buté sur justement ce qu'on appelle le financement. Le financement donc devait faire l'objet d'une réflexion, devait faire l'objet également de rencontres pour simplement élaborer une politique internationale qui devrait nous permettre de disposer du financement du secteur de la santé. Notamment permettre à la communauté, dès lors que la santé est un droit individuel, il est un droit collectif, il est un droit constitutionnel, il est un droit international. La réflexion devait simplement nous orienter vers ce qu'on appelle la couverture sanitaire universelle. La couverture sanitaire universelle est simplement cette politique qui devait remédier justement à cet obstacle de financement. On devait donc trouver la solution. Et ici, la couverture sanitaire universelle, c'était simplement la stratégie qui permettait à la communauté de pouvoir disposer de soins de santé sans avoir des obstacles financiers. Donc, qu'est-ce qu'il devait faire? On devait rapprocher les soins de la communauté. Rapprocher les soins de la communauté, c'est simplement procéder à la démocratisation. Permettre à chaque individu, à chaque fois que de besoin, et où il puisse se trouver sur le globe, qu'il puisse disposer de soins de santé de qualité sans contrainte. Et la contrainte géographique devait être levée, la contrainte également financière devait être levée. Pour lever la contrainte géographique, donc, il fallait démocratiser, mais également décentraliser. La décentralisation consistait simplement à disposer d'une carte sanitaire, laquelle carte devait permettre à chaque localité de disposer d'une unité de soins ou bien d'une structure de santé appropriée, bien équipée et au service de la communauté. La barrière maintenant financière consistait simplement à imaginer un système de financement pour permettre à chaque individu d'accéder aux soins de santé de qualité sans contrainte majeure. Donc, à la suite de la décentralisation, à la suite de l'élaboration de cette carte sanitaire, il fallait donc trouver justement cette parade et c'est le financement donc, du secteur de la santé. Et on parle d'un financement domestique, c'est-à-dire d'un financement qui ne tend pas la main à l'extérieur, qui ne tend pas la main à l'Occident, mais que ce soit un financement autochtone, un financement local qui permettrait à chaque individu de pouvoir disposer de soins de santé sans contrainte financière. Et ceci donc, la solution était de créer des mutuelles. Lesquelles mutuelles de santé constituent simplement un organe volontaire qui rassemble des individus qui mutualisent leurs efforts et leurs moyens pour prendre en charge au besoin les membres de ce groupement en matière de santé au niveau des hôpitaux ou bien au niveau des centres de santé ou bien au niveau simplement des postes de santé ou bien des maternités rurales. Et si on procède à la décentralisation, qu'on procède également à la démocratisation, au finish, l'équité
dans la prestation devait être réalisée. Parce qu'ici, on ne cherche pas une égalité, mais on cherchait simplement une équité. C'est-à-dire que chaque individu, à chaque fois que de besoin, qu'il puisse disposer de soins de santé de qualité. Et c'est en cela que le Sénégal a mis en place depuis 2015 ce qu'on appelle l'agence de la couverture maladie universelle, donc une composante d'une politique de couverture sanitaire universelle, qui est donc un organe acheteur de soins. Donc c'est la CNU qui vend les soins. Et le système national de santé devient maintenant l'organe prestataire de soins. Donc le secteur de la santé organise et vend les soins, la CNU achète les soins. Donc pour opérationnaliser, il fallait donc, dès le départ, avant même la création de la CNU, penser à avoir une assurance maladie obligatoire. Cela veut dire que chaque individu devrait pouvoir être assuré en matière de santé, couverture maladie universelle, avec comme soubassement l'assurance maladie obligatoire. C'est seulement à la suite de cette assurance maladie obligatoire qu'on devait avoir ce qu'on appelle l'assurance maladie complémentaire. Donc le gap entre le financement possible et le gap qui est impossible, la CNU vient en complément. C'est en cela que la couverture maladie universelle, logée dans une agence, cette agence devait simplement se présenter sous une forme de banque. Mais cette banque-là devait être financée par des subventions, par des apports, mais notamment les apports des mutuelles. Et c'est ce dysfonctionnement qui a créé, il y a une semaine, la problématique ou bien simplement le problème qu'il y a eu entre l'agence de la maladie, de la couverture maladie universelle et les mutuelles au niveau des régions, parce que simplement ces mutuelles ont cru être sevrées, et alors qu'il ne s'agit pas de sevrage, il s'agit simplement de retour à l'orthodoxie. Le retour à l'orthodoxie, c'est simplement vous mutuelles, cotisez, rassemblez-vous, cotisez-vous, mais organisez-vous en sorte de vous présenter sous une forme pyramidale jusqu'à arriver au niveau du sommet, c'est-à-dire au niveau de la CNU. La CNU donc, avec ses tentacules au niveau des régions, au niveau des départements, donc bref, au niveau des localités périphériques, alors pourront justement prendre en charge les membres de ces mutuelles-là. Mais attendre tout de l'agence, c'est simplement fausser le principe de la prise en charge, c'est fausser également le principe du fonctionnement de la CNU. Cela nécessite simplement qu'on revisite encore les textes, qu'on réorganise la structure et qu'on réoriente les missions. Donc au-delà de ça, en parlant justement des mutuelles, de la CNU, très prochainement nous allons mettre l'accent sur certaines maladies, surtout l'épidémiologie, surtout également la carte sanitaire. On parlera également de la carte hospitalière, notamment la réforme hospitalière intervenue depuis 1998 et qui a autonomisé les établissements publics, qui a classé également les établissements publics, qui a donné de nouvelles missions aux établissements publics de santé, mais également une organisation à même de pouvoir faire des prestations de qualité. On parlera également, surtout avec le deuxième aspect des soins de santé primaire, c'est-à-dire la participation de la communauté à l'effort de santé publique. Cela suppose qu'on dispose de l'apport justement de la collectivité, de l'apport également de la communauté. Les collectivités, ce sont les mairies, ce sont les conseils départementaux, mais ce sont également les villes pour épouser simplement le principe de la décentralisation territoriale au Sénégal. Et en plus, nous parlerons des comités de développement sanitaire, le comité de développement sanitaire qui est justement cette structure qui vient fusionner les comités de santé et les comités de gestion pour constituer
justement cet organe relais entre la communauté et les prestataires que sont les organes de santé, les structures de santé et le personnel de santé.